Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conversation donc, avec Yael Abécassis. La politesse élémentaire exigerait que je la présente. En même temps, je pense que si vous êtes venus si nombreux, c'est parce que vous la connaissez et l'aimez déjà, et donc je ne vais pas décliner toute sa filmographie, mais d'une certaine manière, toute la discussion que nous allons avoir ensemble va être un parcours dans cette filmographie et on pourrait dire dans toute la trajectoire qui a été la sienne. Elle nous fait l'amitié de bien vouloir parler en français. Bon, une langue qu'elle parle très très bien, mais évidemment, bon, quand même, j'aimerais parler hébreu comme vous parlez français. Donc voilà, si parfois il y a une petite hésitation, un petit mot qui échappe, et bien, évidemment, on sera tous très compréhensifs sur cela. Ce que je vous propose, Yael, c'est qu'on évoque votre histoire familiale, votre parcours, vos origines. Tout à l'heure, il va y avoir la projection d'un film que vous avez réalisé sur votre mère. Et d'une certaine manière, on pourrait partir un peu de la fin, c'est-à-dire du film qu'on va voir tout à l'heure, de la fin de notre séance. Et partir de la fin, c'est partir des origines. Le film, donc sur Raymond El Bidawiya, commence par une interview de votre mère, où elle commence une phrase en arabe. Au milieu de la phrase, elle switch en hébreu, elle termine en français, elle repart avec des mots en arabe, et tout d'un coup, on se rend compte en un plan, en 10 secondes, en une phrase, et d'ailleurs, elle parle de nœuds, des nœuds qui s'intriquent. On comprend en 10 secondes de film, en une phrase, toute l'intrication culturelle de ces langues, des pays. Donc finalement, l'histoire d'une famille juive qui vit au Maroc, qui vient s'installer en Israël, où le français est très important. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est l'histoire de cette famille, alors bien sûr de votre mère, mais de votre père également? D'abord, merci. Je suis très émue de vous voir. Et merci pour m'inviter ici. Bon. Quand je te tutoie, parce que je ne sais pas autrement. Maintenant, quand tu as parlé, j'ai compris. Parce que chaque fois, je comprends plus mon film. Chaque jour, je comprends un petit peu plus mon histoire. J'espère que je vais avoir assez de temps de vie pour comprendre 20% de mon histoire, de notre histoire. Mais j'essaye. C'est un research infini. Nœud en hébreu, c'est kesher. Ça s'appelle kesher. Et kesher en hébreu, c'est nœud et communication. Ça veut dire, moi, je sens que dans mon âme, dans la maison où j'ai grandi, dans la culture où j'ai grandi, il y a un nœud que j'arrive pas à détacher. Mais ce nœud est le DNA de ma communication, de ma mère, la manière dont elle se communique elle-même et la vie, les rapports qu'elle a, c'est vraiment, pour moi, c'est une génie. Alors, j'ai reçu, bon, vous allez voir le film, j'espère, et vous allez comprendre, c'est mieux de voir dans les images, mais j'ai grandi, ma langue, moi je pense que la première langue, ma première langue, elle est arabe, marocain. Et puis la langue préférée de mes parents, c'était le français. Ce rapport entre l'arabe marocain, l'arabe et le français, cette langue européenne, latine, est la langue mystérieuse et jamais arrivé à la parler vraiment, c'était l'hébreu. Ma mère, jusqu'à présent, elle ne sait pas écrire en hébreu, c'est trop dur pour elle. D'ailleurs, elle le dit dans le film. Alors moi, j'ai grandi avec l'arabe et le français, mais la langue hébreu, c'était toujours it was the highest dream. I wanted to control this language. J'ai pas encore compris quand j'étais jeune que cette langue, elle date des milliers d'années, que c'est la langue
holy langue, l'hébreu sacré. Et alors, et c'est très intéressant pour moi, c'était que parler l'arabe, quand j'étais à l'école, j'ai tout de suite voulu apprendre, écrire et lire en arabe. C'était la première des choses que j'ai demandé. On me regardait à l'école, mais non, mais on n'apprend pas l'arabe ici. Alors, à l'âge de 11 ans, j'étais dans une école où on apprenait l'arabe. Je ne comprenais pas comment on n'apprend pas l'arabe. L'arabe et l'hébreu, pour moi, c'est des langues frères, sœurs. Et puis le français, c'était it's like a zone of dreaming, of une réalité de fuir un conflit que j'ai pas compris encore. Et ces 3 langues m'habitent. Ça veut dire que ça fait déjà des années que je parle pas en français. Quand je parle pas le français, le monde hébreu, cette langue hébreu, la langue arabe, ils ont trouvé une place très dans ma réalité. Alors j'ai approfondi ce recherche. Ça fait des années que j'apprends l'hébreu. Qu'est-ce que tu m'as demandé? En fait, non, c'est bien. C'est quoi? De toute façon, ah bon. Alors ma mère, elle parle. Ah, voilà. Comment cette famille se renoue en Israël? C'est-à-dire d'où elle part et comment en Israël ils se rencontrent? On ne se renoue pas en Israël. On ne peut pas se renouer en Israël. On se trouve. On se trouve. Moi, je suis née à Ashkelon, Shimshon Vedalida. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu coupes jamais tes cheveux. Je dis, elle vraiment l'histoire de Samson et Dalida est rentrée dans la. J'avais peur d'elle. Non, tu coupes pas, c'est ta force. Alors moi, je suis née à Ashkelon et la moitié de ma famille, la famille avec Assis, pas la moitié, la plupart est venue en France. Ma mère elle était très jeune. Elle avait 23 ans quand elle est venue monter en Israël à Ashdod. Et avec sa grand-mère. Et ça veut dire, j'ai grandi dans une famille marocaine de Casa, mais pour moi, c'était pas une famille marocaine, c'était une famille israélienne. C'est quand je suis rentrée à l'école et il y avait cette différence entre que j'ai compris, ok, ma famille est marocaine, elle n'est pas israélienne, mais il y avait pas, c'était pas différent de la famille de ma voisine qui était une famille hongarienne ou la famille perse ou la famille Yaman. On était tout un bloc des familles ou la famille de Roumains. Il n'y avait pas une différence. Il y avait une différence d'odeur, il y avait une différence de musique. Mais pour moi, c'était des familles israéliennes. Ça veut dire, j'ai compris. Je suis née avec cette conscience que Israël, c'est nous qu'on l'a yoldim ota. Yoldim. Naître, oui. Elle est née de ça, de toutes ses racines. Et pour moi, c'était... j'avais une enfance... J'étais un petit peu out, tout le temps en train de regarder. J'ai pas beaucoup parlé. J'ai observé. C'est pour ça que la communication à moi, parler, de faire transmettre ce que je pense, c'est très très dur, très 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 dur. C'est comme si ça passe plein et j'arrive pas à être je sens que jamais j'arrive à être juste ou à transmettre ce que je vraiment what's happening in my mind and my heart. C'est pour ça peut-être j'ai choisi d'être actrice, mais avant de choisir d'être actrice, j'ai fait des études d'histoire à l'université de Tel Aviv. Quand j'avais 12 ans, j'ai lu le livre de Primo Levi, Hazeu Adam. Si c'est un homme. Et puis j'ai décidé d'être archéologue de la cruauté. C'est bizarre que je raconte ça aujourd'hui. Parce que
partir du 7 octobre, quelque chose s'est passé dans mon corps. Et c'est comme si j'ai compris à l'âge de 12 ans qu'on ne peut pas fuir la cruauté, on ne peut pas fuir. Et I want to be prepared. We are never prepared to this. Non, on n'est jamais préparé à ça, mais le fait que de l'âge de 12 ans, j'ai reçu, je me souviens que je lis le livre, j'ai rien compris et j'ai tout compris. J'étais une gamine de 12 ans. Et puis après l'armée, j'étais à l'université, j'ai commencé l'histoire. J'ai commencé par l'histoire de l'Allemagne et j'ai décidé de voyager à Bavarie, entre Autriche et Munich, de sentir, de vivre la terre allemande, vivre la matière allemande, l'oxygène allemand. J'ai cherché à comprendre quelque chose que je ne pouvais pas mettre dans... Je ne peux pas mettre les mots sur ça. Et j'avais besoin d'argent. Alors on m'a proposé de faire en Israël, je suis retournée pour faire how you say it, pas une promotion, une pub. Et après 24 heures, la pub est sortie. Et après 24 heures, j'ai fait mon premier film. Et c'était très, très bizarre pour moi parce que moi, mon chemin était historienne et, comment on dit, nomade. J'étais en recherche. Et puis là, je suis devenue actrice. C'était très, très bizarre. C'était schizophrène. Jusqu'à présent, c'est schizophrène. Mais aujourd'hui, ça commence à se... I mean, I'm starting to understand les liens. Ouais. Bah justement, revenons un peu sur ce moment de formation. Oui. Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune fille en Israël, 12 ans, 13 ans, issue d'une famille marocaine? Il y a eu récemment pas mal de films, de travaux autour des Mizrahim, du regard qui était porté sur eux. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ressenti en tant qu'enfant, en tant qu'issue d'une famille marocaine qui avait un regard un peu différent par rapport à d'autres communautés en Israël? Et qu'est-ce que c'est qu'une enfance? Tu as grandi, alors tu as un peu voyagé, mais à Ashdod notamment. Oui. Aujourd'hui, quand on va en Israël, on a un pays qui est très construit, qui semble économiquement très fort, très stable. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance d'Ashdod, ça ressemblait pas du tout à ça. Donc toi, comment tu décrirais la vie en Israël à cette époque pour une enfant de 12 ans issue d'une famille juive marocaine? Alors, comme je t'ai dit, je suis née, et comme si la première fois que j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que je suis née dans un moment, dans un contexte de rebirthing things. Et j'ai grandi dans une famille qui parle arabe, qui vient du Maroc, et c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça, j'ai dit à quelqu'un avant-hier, nous, les enfants c'est comme les enfants, les premiers Israéliens, c'est nous qu'on était les parents de nos parents. Même avant d'être vous les allez voir dans mon film, la mère de ma mère, avant mon histoire particulière, intime à moi, il y avait l'histoire de cet État, que c'était notre histoire. Moi, je voyais ça comme il y a une histoire plus grande et c'est mon histoire. Et j'étais une chaloutza sans même comprendre. J'ai compris la valeur du moment de naître en 1967 en Israël. Mes parents sont arrivés en 1963. Ça veut dire j'ai compris sans le savoir, intellectual or my logic. Après, ça veut dire quand tu comprends que qu'on est tous différents, il n'y a pas une question sur ça. Tu cherches à communiquer ce qui n'est pas différent. Et c'est tout un monde, quoi. Mais quand l'idée
quand j'étais beaucoup plus âgée, ça veut dire 27 ans, 28 ans, quelqu'un m'a dit, elle n'est pas marocaine, elle est ashkénaze. On m'a critiqué. Et moi, ça m'a profondément touchée. Parce que moi, Yael Abekassis, la fille de Raymond El Bedawiya, moi, je suis ashkénaze. Attends. Il y a un problème. On vit pas les mêmes... On boit pas le même eau. On respire pas le même air. Et c'est là que j'ai compris. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai compris. J'ai du mal à dire ce que j'ai compris. Mais que ma mère, elle me disait toujours, il n'y a pas... Sur les victimes de l'État, de la politique, ma mère, elle me disait ça en marocain, alors maintenant je translate en hébreu, après en français. Alors, ça va prendre un moment, mais chez nous à la maison, il y avait beaucoup de respect pour tout le monde, pour le moment, ça veut dire Mamajda, à un moment, on a vécu à Tel Aviv. Mamajda, c'est la grand-mère de ma mère. On habitait pendant 2 ans à Tel Aviv, dans une rue. Et ma grand-mère, qu'elle ne savait pas un mot en hébreu, oui, rien. Elle rentre, elle allait vider la poubelle, elle rentre, elle crie à ma mère, j'ai vu Goldamir. Et ma mère, elle lui dit, mais attends, mais comment tu connais Goldamir? J'ai rien compris. Quoi? Moi, elle lui dit, moi, je l'adore. Goldamir, c'était en 1962 ou 61. Et il y avait beaucoup de respect chez nous, dans la maison, ma mère, à la construction de ce pays. Et on parlait beaucoup de la difficulté psychologique de l'après-guerre, de ces traumas, post-traumas israéliennes, de notre identité tellement... Alors, pour moi, je parlais autrement. Mais quand j'étais à l'école, toute jeune, la différence était que moi, je pensais très abstract, très... je cherchais mes mots et mes scènes intérieures étaient différentes. Ça veut dire que je ne peux pas parler comme Eliezer Ben Yehuda. Je peux pas. Je parle comme Aramban, Rabbi Ezra ou Rabbi Yehuda Halevi. Alors c'était... mon enfance était riche, très riche, pas facile. J'ai perdu mon père très jeune. Je suis devenue mère et père très très jeune. Mais il y a tellement de couleurs, dans cette enfance, et il y a tellement de meaning. There is so much meaning. Comment on dit meaning? Des significations. Non, il y a un autre mot, je suis sûre, mieux. Sens. Sens, voilà. Et mes enfants sont moitié ashkénazes, sont russes, marocains, Soudan. Tu veux que je continue? Oui. C'est traduit à une richesse. Ouais. Voilà. Alors, si on revient sur cette période fin de l'enfance et début oui. qui nous amène vers le cinéma, tu as une mère donc, chanteuse, oui. donc tu as baigné quand même dans cette émotion artistique, dans l'idée aussi du rapport à l'esthétique. Est-ce que dès l'enfance ou dès l'adolescence, tu t'imagines, parce que tu imagines une carrière peut-être dans l'histoire, mais est-ce que tu as ce pressentiment de quelque chose d'artistique qui pourrait accompagner ta vie, que tu pourrais faire quelque chose dans le domaine de la création, ou ça va te tomber dessus totalement par hasard? Ça tombe jamais dessus par hasard. Mais comme c'est ma mère, c'est une chanteuse, la seule chanteuse marocaine. Il y avait une époque, c'était la seule chanteuse marocaine. Alors pour moi, la création, une femme qui est artiste, c'est un choix cruel pour les enfants. J'avais très peur de ça.
c'était une liberté infinie, mais en même temps, c'est tellement dur. En plus, à cette époque, en plus, une femme qui est chanteuse avec une équipe des hommes. Alors, comme j'ai pris le côté de être la stabilité à la maison, j'étais vraiment, je voulais faire des études. Pour moi, faire des études, je voulais toujours une chambre. J'avais jamais une chambre. I mean, Wolf, elle a tellement raison. Virginia, j'avais jamais une chambre. Il y avait dans ma chambre, il y avait ma grand-mère, la grand-mère de ma mère, ma Majda et mon frère et ma mère et tout le monde. Je cherchais. Pour moi, c'était très. J'avais besoin de lire. Jamais assez de temps à lire. Et le journal préféré de ma mère était Paris Match. Alors moi, j'ai appris sur le cinéma. Parce qu'à Ashdod, on n'a vu que des films indiens. C'était génial. Vraiment. Mais ce n'était pas mon truc. Mais j'ai appris le cinéma j'ai appris le cinéma par Paris Match. Ça veut dire c'était Romy Schneider et Romy Schneider et encore Romy Schneider. Et j'ai rien vu de Romy Schneider. Mais ma mère me racontait, je lisais... Et c'était, tu vois, it's like speaking in French, dreaming. Waouh, c'est tellement beau d'être vu et aimé par le monde entier. Mais c'était une autre vie. Et ma mère, elle a payé très cher. Ça veut dire être artiste. Elle voyageait beaucoup. Elle voyageait la nuit. Elle voyageait en Israël, elle voyageait dans le monde entier. Et c'était dur. J'ai compris. La valeur de la création et aussi what you have to give, qu'est-ce que tu dois... Oui. Et j'avais très peur. Alors j'ai mis ça, c'est comme si je voulais pas. Et puis c'est venu juste, vraiment, c'est venu à l'université, on a cherché une actrice et on est venu me chercher. Je me souviens que quand j'ai décidé de faire le film, mon premier film israélien, c'était trop. Mon professeur m'a dit non, Yael, ne le fais pas, reste avec nous. Juste, j'ai commencé à faire un travail sur le fascisme. C'est comme s'il savait que si je veux... Mais j'ai dit, bon, je vais aller jouer. Pour moi, c'était... Je vais dire quelque chose que tu vas peut-être pas aimer. Mais pour moi, c'était the clueless in life. Wow, voilà, je vais aller jouer maintenant. I mean, mon enfance était tellement pas facile. J'ai jamais voyagé avec mes copains. J'étais toujours j'avais de devoirs à faire à la maison. Que maintenant, être actrice, c'était, je vais aller me balader. En plus, je vais gagner de l'argent. Waouh. Alors, j'étais le cauchemar de chaque film israélien, parce que jamais j'ai appris les textes. C'était pas un travail pour moi. C'est quand ma meilleure copine, ma sœur, elle était mourante, qu'elle m'a demandé, elle m'a dit, viens, on parle de ça. Je veux parler de ça. Je veux qu'on parle pourquoi tu ne prends pas au sérieux. Pourquoi tu ne te prends pas au sérieux? Ma sœur, c'est Ronit Elkabetz. Et quand elle est partie, elle est montée au ciel, elle a passé une dimension. J'ai dit, OK, maintenant c'est le temps d'arrêter. Je ne joue plus. I'm trying to understand. Je vais essayer de comprendre mes rapports avec moi-même, avec ce côté. Et c'est là que j'ai ouvert la caméra sur ma mère, parce que ça commence par voir mes origines, c'est voir ma mère. Comment on dit? Face it, sa vérité, qui elle est. Ça veut dire la voir pas comme ma mère, elle a comme Raymond El Bedawiya. C'est une femme d'abord. C'est une femme qu'elle s'appelle Raymond. Et je vais la voir. Et I want to know who she is. Qui est cette femme, pour essayer peut-être de comprendre des choix que j'ai faits dans la vie.
Oui, d'ailleurs, on verra peut-être tout à l'heure dans le film. Moi, ça m'a évoqué aussi le film que fait Shlomi Alkabet, Oui. où il va filmer aussi sa famille. Il y a aussi ces scènes dans la cuisine. Voilà. Et tout ce rapport. Oui, c'était juste après. On a vraiment, quand il a vu le film, c'était. Puis après, sur Marbarot Shchorot, sur le film Les Cahiers Noirs, j'étais vraiment pendant 4 ans. C'était une influence. Oui. Oui. Et alors, ces premiers films, parce qu'en France, alors on ne te connaissait pas encore, puisque c'était un petit rôle dans Pour Sacha, en 1980, un rôle où tu dis pas d'ailleurs grand-chose, où tu dis que tu comprends pas le français. Mais bon, où on peut Italienne. Italienne, ouais. Et il y a eu un film en Israël, c'était ce qu'on appelle un film à sketch, donc composé de plusieurs courts-métrages, Tel Aviv Story. C'est fou maintenant quand tu dis encore une fois, Pour Sacha, cette scène de Pour Sacha, c'est prendre cette scène et faire un film sur. C'est ça l'histoire de Tel Aviv. C'est vraiment prendre cette fille, et la décrire par sa beauté, par les relations qu'elle a avec les hommes, et pas par elle-même. Ouais. C'est ça. C'est très intéressant. Regarde comme les autres te regardent, et ça décrit quelque chose. Ça peut être très, très dangereux. Ouais. Très, très dangereux pour une... Pas pour une jeune fille, pour une jeune âme. Et... Continue, pardon. Ouais. Non, je me demandais comment était né ce projet. C'est-à-dire, est-ce que ce projet vient à toi parce qu'on s'inspire aussi de l'image en tant que mannequin que tu pouvais avoir? Non. J'ai fait une publicité. Et la publicité, en une nuit, c'était... J'ai fait un film, j'ai reçu une émission de télé, 3 émissions de télé. Ouais. Ça veut dire que je suis devenue comment on dit, la mamie d'Israël. J'ai fait tout. Tout. Ouais. Et j'ai plongé dans ça. J'ai plongé. J'ai arrêté l'université. J'ai dit, OK, let's start joking. Ouais. Parce que dans les années 90, tu es à la fois à la télévision, il y a des émissions pour enfants, des émissions sur la mode, des films. Donc c'est une période. Culture, surtout. J'étais pour tout, dans les enfants, tout. Et qu'est-ce qu'on apprend justement, qu'est-ce qu'on apprend dans ces émissions sur le métier d'actrice? Est-ce que c'est formateur ou est-ce qu'au contraire c'est tellement différent? Je veux te dire, pour moi, bon, tu as demandé une question très, très, très personnelle. Je vais te raconter. Pour moi, ma vie était jusqu'à l'âge de 20 que j'ai commencé à être comédienne, mannequin, tout ça, vedette de télé à l'âge de 24 ans. Alors jusqu'à l'âge de 24 ans, la vie n'était pas pique-nique pour moi. Alors ça, là, il y a un monde qui s'est ouvert et je reçois plein d'amour. Et wow, and I'm everywhere and everyone is... I mean, je pense que j'avais besoin de ça. Et je sais pas, vraiment, j'ai raté des films, je sais pas comment, moi, je peux pas les voir. Ça veut dire que quand je dis j'ai raté, je joue pas là-bas. C'est caricature ce que je fais. Et ça marche quand même. C'est bizarre. Non, c'est vraiment Et il y a un moment qui arrive. Ce moment s'appelle Kadosh. Et là, j'ai compris que je ne retourne pas à l'école, je ne retourne pas à l'université. Ça veut dire que ça devient un métier. Et Amos, on lui dit, à Amos, il dit, je veux voir cette Yael Abekassis pour mon film. Il vient de Paris, il vivait en France. Et on lui dit, mais non, Yael Abekassis, c'est un mannequin, c'est pas une actrice. Non, elle sait pas, elle peut pas tenir ce rôle. Il dit, non, je veux la voir. Et sans me raconter ça, je viens et je fais un audition. J'ai jamais fait un audition avant. J'ai fait un audition de Rivka. Et j'avais 30 ans. Ça veut dire que j'avais déjà un parcours de 6 ans et déjà j'étais connue. C'était très dur parce que je ne pouvais même pas marcher dans la rue. Ça veut dire I couldn't go out. I mean, everyone wanted... Et
Quand j'ai fait le rôle de Rivka, quand j'ai fait l'audition, j'ai dit, OK, ça c'est un rôle. Ça c'est un rôle. She's not me. And je ne peux pas jouer avec ça. Je me suis demandé, est-ce que tu le prends ou non? Est-ce que tu peux avoir confiance en toi, en soi que tu... Et le jour où j'ai dit oui à Amos, j'ai reçu la... j'étais enceinte, je ne savais pas. Ça veut dire qu'on a commencé 4 mois après. J'étais enceinte et j'ai joué une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et je ne veux pas vous raconter le reste parce que c'est très triste, mais je vais vous dire que là-bas, j'ai compris qu'est-ce que c'est être actrice. Pas actrice, créatrice d'une âme, de donner vie à des femmes. Et après Kadosh, ça m'a pris un moment, j'ai dit non, je ne veux plus. Non, c'est trop. Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de moi après le film. Ça veut dire après tout ce que je suis en train... Et le seul important rôle que j'ai pris après Kadosh, j'ai pris des tas, le seul, c'était Khatoufim. Je ne sais pas si vous avez vu sur les otages. Et aussi, j'ai compris que je dois prendre quelqu'un qui me soutient psychologiquement, parce qu'il n'y a pas ce système en Israël. Il n'existe pas. On est tout seul. Bon, moi, déjà, je ne suis pas venue d'aucune académie d'acteurs ni de machin. Alors, j'étais assez quelqu'un une star très spéciale et out of... mais faire un film, rentrer dans un rôle, c'est un rôle dur, profond, qui fait donner naissance et communiquer. On peut pas, on doit être entouré. Et je peux te dire que 8 ans après que Ronit est monté au ciel, 9 ans, c'est la première année, c'est la première fois que je joue, j'ai pris un rôle maintenant. Ça veut dire, j'ai joué, waouh, merci d'être venue, chérie. Un rôle très dur aussi, et ça veut dire très dur, une histoire très dure sur le 7 octobre. Et une femme qui a vécu des catastrophes. Mais j'ai eu 9 ans que je pouvais me préparer et maintenant me laisser... Alors justement, sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'endosser un rôle, je me souviens d'une interview que tu avais faite à l'époque de la sortie de Kadosh, oui, où tu disais qu'au départ, en découvrant ce personnage, donc on est dans le monde ultra-orthodoxe à Jérusalem, de Rivka, tu as eu tendance à la juger, à te dire mais pourquoi elle accepte ça, etc. Et qu'au bout d'un moment, il y a eu une démarche en toi qui fait que plutôt que de la juger, tu t'es mise à la comprendre. Comment ça se passe justement quand on prépare un rôle, la manière dont donc ça fait écho à ce que tu disais, hein, comment on n'arrive pas à sortir d'un rôle parce que ça nous hante, ça nous accompagne, mais avant d'en sortir, déjà comment on y entre? Comment toi tu te prépares quand tu dois travailler sur un rôle? Est-ce que tu travailles beaucoup sur les costumes, sur la démarche Tu sais qu'est-ce que je voulais te dire quand tu as parlé de ce que j'ai dit? Je voulais te dire, ne crois jamais à personne. Ouais. Just feel it, what it's real, what it's not real. I mean, tu dois parler à des journalistes, tu dis n'importe quoi. Ouais. Parfois il y a des vérités, mais parfois il y a... Est-ce que ça vaut pour ce soir aussi? Tu dois remplir d'un journal. Ouais. Bon, maintenant je vais essayer de toucher la vérité, même si elle est... Quand j'ai voyagé à Bavarie pour comprendre le nazisme, le fascisme, j'avais besoin de respirer l'air, de rencontrer les gens, les vieux, de parler, de toucher la peau des femmes allemandes. Vraiment, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est comme ça que je vis les choses. Alors j'étais à Mea Shearim. Mea Shearim, c'est le quartier orthodoxe de Jérusalem. J'étais habillée, je m'habille parfois comme ça, j'aime, ça veut dire j'ai un chapeau, pas un foulard, une robe, et j'avais un tout petit hôtel, c'est même pas un hôtel où je dormais là-bas. Je me réveillais le matin, je partais au cotel,
I was just feeling. Et comme la littérature juive, elle est proche de moi, les prières, les phrases, la langue, c'est pas quelque chose de loin. Alors, I started swimming. J'ai commencé à nager dans cette espèce de atmosphère juive. La femme qui commence à nager, cette femme. Et je suis devenue Rivka. C'est jamais comme, c'est toujours comme moi je le sens. Ça veut dire un metteur en scène qui travaille avec moi, il doit savoir que it's not junk food. He wants this like this and he receive it like this. C'est pas McDonald's. Il voit ça comme ça. Et, you know, Dieu le voit autrement. I mean, we don't know. I don't know. Je ne sais pas où je commence ou où je termine. Et ça, je sais que ce n'est pas facile. Mais maintenant, la série que j'ai faite, je me demande comment ça va être. Parce que j'ai pris... Je ne sais pas si c'est une liberté qui vient de ma mère, qui vient de mes racines, de femmes. Les femmes qui rêvent. Je viens d'une famille des femmes qui rêvent des rêves. Et alors, j'ai pris cette liberté de vivre la femme, de la faire vivre comme je la sens. Et si la metteur en scène ou le metteur en scène, on n'est pas sur le même angle, c'est la catastrophe. J'ai plus de films catastrophes que des films... qui ont marché. Mais je travaille avec mes origines de cœur, de peau, de something very deep. And I became... Et je deviens cette Rivka ou cette Sabine ou cette Ella. Et c'est toujours à une connexion à... la conscience, comment on dit, politique. Ça veut dire que... je ne sais pas comment on dit ça en français, je vais essayer d'expliquer. J'ai une association de femmes battues, comme tu le sais. Là, en français, il y a un blocage. Mais comme Lévinas a dit, le blocage est toujours un secours. Il ne faut pas avoir peur du blocage. Moi, toujours, j'ai compris que la femme, c'est un être humain, je sais pas, je le dis comme ça, c'est un être humain politique. Ça veut dire quand je joue un rôle d'une femme, c'est politique. Et je cherche pas à savoir, je cherche à être. Et ça, on n'apprend pas ça. Et ça, parfois, c'est très obscur, c'est très noir là-bas. Je suis très seule là-bas. Alors, j'apprends à ne pas avoir peur, à me libérer du jugement des autres, à me libérer du jugement des les autres acteurs ou le metteur en scène, la metteur en scène. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, c'est pour ça que je dis metteur en scène. Alors, j'essaye de vraiment de me... Et là, je sens, et toujours dans les rôles, dans ces deux rôles d'ailleurs, Kadosh et dans Khatoufim, ça m'a toujours poussée après Kadosh, j'ai travaillé avec des femmes battues. Après Khatoufim, j'étais avec les parents de Gilad Shalit et j'ai continué à travailler. Aujourd'hui, je suis avec les parents des otages. Le fait que je dis c'est politique, être une femme c'est politique, immédiatement I have this force, like something inside of me, you know what I mean? Alors la seule chose, il faut que je protège ça, parce que moi je continue à être mère, à être... je suis pas une actrice. Quand Isabelle Huppert, une fois, j'ai lu qu'elle a dit moi quand je fais un rôle de moi je me détache, je veux... Qui détache? Quoi détache? Moi, 20 minutes avant,
I mean, I'm working. I have my mother, I have my children, I have my... Wow! J'étais jalouse de ça. J'étais jalouse. Mais alors, des actrices qui prennent le temps de 3 semaines, 4 semaines à faire des... Waouh! Quel privilège! Et en même temps, c'est un choix. I mean, moi, je suis une actrice dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? J'amène ça, même si tu n'aimes pas. I mean, it's not... I don't care. J'espère que je parle assez, vous comprenez. Oui, je pense qu'on comprend tous très 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 bien. Okay. Par rapport à cette expérience avec Amos Guitare, parce que tu vas faire au moins, si je dis pas de bêtises, au moins 5 films avec lui. Comment il travaille? C'est-à-dire, quand on voit ces films, on est souvent frappé notamment par l'usage qu'il fait des plans séquences, donc des plans très longs dans la durée, éventuellement avec un mouvement de caméra, mais où la prise se fait sur 7, 8, parfois 10 minutes. Donc pour une comédienne, voilà. Qu'est-ce que ça implique? D'abord, Amos, c'est mon université, c'est une université, c'est ma méthode. C'est complètement... C'était vraiment un... I mean, il sait, il comprend, il travaille ce qu'il veut. Ça veut dire, what he mean. Et là, moi, il me donne une liberté folle. Il a confiance. C'est le seul, je pense, qui a eu vraiment confiance et qu'il a aimé ce que j'apporte. Peut-être parce qu'on a tellement... C'est comme si lui, c'est l'intellectuel et moi, je suis la sentimentale. I mean, I'm bringing le sentiment. Mais c'est pas vrai. Il est très, 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 très... raguiche, comment on dit, Adil. Oui, très 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 sensible. Et moi, parfois, je suis là. Alors, c'est toute une danse entre nous deux. C'est vraiment... j'ai tout appris, quoi. Je pense aussi, le film Raymond El Bedaouia que j'ai fait, c'est grâce au travail avec lui. Ça veut dire il a confiance en lui-même. Il sait ce qu'il veut. Il a une version politique des choses. Ça se he is also in transition. Il n'est pas bloqué. Et il y a une musique. Il a une musique. Maintenant, le script, il n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il have it, qu'il a des acteurs qui peuvent raconter plus que l'histoire qui est écrite. Et ça, c'est beaucoup ce que j'aime chez Amos. Et on a fait 2 grands films et on fait des tas de choses, oui. D'ailleurs, les 2 premiers films que tu tournes avec lui, c'est 2 visages radicalement différents, oui. Entre Rivka et Gabi dans Alila, oui. Ouais. Qui est au contraire extraordinairement, qui est explosive, oui. Qui assume totalement son corps, sa sexualité, son c'est désir. Marie et Maria Magdalene. Hein. Oui, c'est ça. Et on retrouve... Oui, un petit peu. Oui, Marie-Madeleine, oui, oui. Et on retrouve un peu un personnage qui pourrait plus faire penser à celui de Tel Aviv Story, oui. Ou même il y a un personnage dans le tramway à Jérusalem. Il y a des répliques en commun, oui. Entre Gabi et c'est oui. Comment elle s'appelle, Yuval Sharf, je crois, j'ai oublié son prénom, l'actrice qui est rousse. Oui, Yuval Sharf. Ouais, c'est ça. Oui. Où elle reprend, enfin il y a des mots d'Alila qu'on retrouve oui. Dans la bouche de l'actrice dans un tramway à Jérusalem, oui. Comme si en effet c'était 2 aspects à la fois du rapport qu'on peut avoir au féminin. C'est ça les rapports qu'il a Amos avec ses films. Ses films, c'est un petit peu comme ses parents et ses enfants. C'est aussi son histoire. Alors, c'est tout un chemin. C'est Beit, maison. Ouais. Tout cet ouvrage, c'est la maison. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de very deep for me also. C'est pour ça que quand je regarde mes films, des films que j'étais pas, que j'avais besoin de fuir de ma réalité, j'étais faire des films. Je prends une respiration et je dis, OK, Yael, this is you. You were like this. You are like this. Tu as ces côtés. Tu as besoin de fuir. Quand tu fuis, tu ne te ressens pas. Tu ne ressens pas à toi-même, mais tu ressembles à toi-même. Et ça, c'est un discours pour moi, parce que c'est comme trouver des photos de quand on est jeune et on se dit, mais attends, mais qui c'est? Non, c'est nous. Ça, c'est moi, et ça, c'est moi, et ça. C'est toute cette complexité. Et
Et avec Amos, j'ai trouvé une voie. Et je sens, c'est parce que lui, il m'a aidé à... Lui et d'ailleurs Rivka, sa femme. Ils m'ont vu vraiment, ils m'ont aidé à להרים את העולם שלי. Ils m'ont aidé avec mon monde. Ça veut dire qu'ils savaient, sans savoir, c'est comprendre d'où je viens. Et ça, tu le sens dans le film. Tu le sens que je... D'ailleurs, ma mère, elle déteste Alila. Mais c'est intéressant, on avait une discussion sur ça. Elle était sûre que c'est it's real. Ah oui. Et je lui ai dit non maman, c'est pas real. Elle me dit oui, c'est real, c'est real, je sais. Je dis non, c'est pas. Mais non. Justement, tu disais pour que tu fasses le rôle de Rivka dans Kadosh, il a fallu que Amos Gitaï te regarde pas du tout comme les gens te voyaient. Oui. Et après Kadosh, le film a eu une réception à Cannes incroyable, les critiques ont été dithyrambiques. Quel a été le regard qui a été porté sur toi? J'imagine qu'il y a eu un avant et un après Kadosh. Ça a été très... Regarde, c'est intéressant parce que après mon premier film, j'ai fait une émission d'enfants, la première émission d'enfants, la télé d'enfants en Israël. Je suis devenue, après un an, je ne pouvais même pas marcher dans la rue. Alors d'abord, les enfants qui ont grandi sur moi, c'est mes amours, c'est mes enfants. Tout ce que je fais, c'est... Mais les films, c'est pas quelque chose ils n'ont pas vu les films. Et les grands, ils n'acceptent pas Yael qui n'est pas dans sa naturelle. Qu'elle est à la télévision, qu'elle parle avec eux, qu'elle est un petit peu la nurse, la fée. Mais je pense que ce qui a cassé, c'est que j'ai fait une série israélienne qui n'est pas sortie ici. C'était avant Khatoufim, que là-bas, ça s'appelle Shabbatot Vechagim. Tu connais? Et ça, c'est une série incroyable. Incroyable. Parce que là-bas, c'était comme si j'ai commencé par un tout petit rôle, la belle fille, une très, très belle fille. Tout le monde était des acteurs très sérieux. Et moi, on m'a pris... Non. Et j'ai commencé par jouer le rôle de Amea Evet, l'amoureuse de... Et puis... après la première année, Harry Fullman, tu sais qui c'est Harry Fullman? C'est Valsac Bach. Il dit non, moi je commence à écrire à Yael. Elle m'intéresse trop. Et puis, mon rôle a encore quelqu'un qui m'a vu, qui n'a pas jugé, elle n'est pas actrice, elle vient pas de l'académie, elle n'est pas une beauté. Attends, il y a quelque chose là-bas. Et puis, dans la troisième année, j'ai reçu le script et j'étais écrit merveilleusement. Je voulais voir et je voulais rencontrer qui a écrit ma part, mes rôles. C'était Eran Koulirin. Tu connais Eran Koulirin? Et Eran Koulirin, c'est un des plus grands, Harry Fullman aussi. Et Eran Koulirin a fait comment on dit? La visite de la fanfare. La visite de la fanfare, voilà. Et je m'assois avec ce petit bonhomme génial, doux, et il me dit, j'écris, mais je veux être metteur en scène. Alors moi, après, la troisième année, j'étais déjà l'actrice. J'ai dit, je veux lui donner, je veux qu'il écrit, oui, non, pas qui écrit, qui devient, comment on dit, qui réalise ou qui met qui réalise. Je veux qu'il réalise. Et toujours on rigole, moi et lui, pas on rigole, on se voit avec beaucoup d'amour. Il me dit, tu m'as donné ma première chance. Ouais. Alors, ça a pris le jugement des autres. C'est pas avec le jugement, parce que moi aussi, j'ai dit, ok, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je suis venue un petit peu fuir ma vie, et je fais des films comme ça, j'apprends pas les textes. Ils ont raison, je suis pas sérieuse. Mais après, c'est très dangereux, parce qu'après, tu te dis, ah, ok, alors t'es pas actrice. Ok, bon, t'es belle, tu souris, ça marche avec la caméra, mais t'es pas actrice. C'est très dangereux, ça veut dire, le jugement de l'autre peut t'habiter. Et là, tu commences tu as un succès fou, mais attends. Et pendant des années, jusqu'à, je pense, la mort de Ronit. Ah non. Je vais vous raconter une histoire. Oh là là. Et ça c'est tout. Et c'est tout. J'en peux plus.
On peut après, je vais vous raconter une histoire. Oui, Ronit, c'était vraiment parce qu'on a joué ensemble dans Shiva et tout, c'était ma sœur. On parlait beaucoup de ce monde, de beaucoup de choses en commun. À l'âge, quand j'avais, il y a 10 ans, il y a 11 ans, on me téléphone du théâtre à Bima, on veut signer avec moi. J'ai dit, mais j'ai jamais fait du théâtre. Non, tu as fait des films, tu sais jouer, on veut que tu signes. J'ai dit, non, mais attends, mais je peux pas faire 30 comment on dit représentation. Non, 30 jours, 30 nuits, je peux pas, j'ai des enfants, j'ai une vie, je travaille. Et après, je me suis dit, mais attends, là, maintenant, pour toi, ça va être, tu vas comment on dit, you will find which actress you are. Il faut que je fasse une pièce de théâtre. Alors, j'étais chez le théâtre, comment on dit, free théâtre, Tmuna. I mean, oui, non, pas improvisation, c'est le théâtre underground. Ah oui. Et on m'a proposé Ibsen, la femme de la mer. La femme de la mer, Ibsen, 3 heures sur scène. Et j'ai dit, là, j'apprends à être actrice. Bon, je fais ce... Il n'y a que 50 personnes dans la salle. Et j'ai le temps, j'ai 6 mois. J'ai dit, je vais prendre 6 mois, je vais faire 2 fois par semaine. Et c'était incroyable. Non, mais attends, incroyable. C'était... j'ai reçu la meilleure critique au monde, en Israël, ever, de l'homme le plus dur du théâtre israélien, qui était le plus... Vraiment, tout le monde... Il a écrit des choses... Et on m'a proposé un très grand film, mais j'avais très peur de prendre ce rôle. J'ai dit non, je ne peux pas. Je ne vais pas pouvoir le tenir. Et là, j'ai dit OK. Et là, j'ai fait Shiva avec Ronit. Et encore, je suis descendue. J'ai dit non, non. Il faut que j'arrête. Il faut... Et j'ai décidé d'aller chez une psychologue, de lui dire OK, j'arrête d'être actrice. Et j'avais plein de choses, des séries, des films. J'ai dit non, j'arrête parce que je sais que je ne peux pas... Le matin, à 8 h du matin, je prends my car and I'm going to the psychologue to say, OK, finish. Je dois dire à tout le monde que j'arrête d'être... Je ne veux plus jouer, qu'ils arrêtent. Je vois un téléphone, je vois 00336. J'ai dit, mais qui c'est? De Paris, à 8 h du matin. J'ai raconté ça à la radio, mais ça ne fait rien. On n'a pas encore entendu, mais je le dis. Mais c'est très important dans la radio juive. Salut. Et je dis oui, qui c'est? On me dit Madame Yael Abekassis. Je dis oui, qui c'est? Bonjour Madame, c'est Alain Delon. Je dis ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et moi je suis Mitterrand. Non, je dis non, Yael, oh là là, je ne crois pas que je te parle, mais c'est incroyable, ça fait déjà des mois que j'essaye de rejoindre. Non, j'ai dit, attends, j'arrête la voiture. Il paraît qu'il y avait un film, Survivre avec les loups, que je n'ai pas vu, à la télé, un film que j'ai tourné avec... Vera Belmont. Oui, avec Vera Belmont. Monsieur Delon l'a vu, il a essayé l'a vu, il a adoré. Il cherchait cette fille qui s'appelle Yael Abekassis, qui ne connaît pas qui c'est. Mais attends, mais ce qui c'est, il a commencé à voir des films. Il a adoré. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand il m'a dit ce qu'il a dit, on a parlé sur l'acteur, sur l'actrice. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité d'actrice? C'est quoi être quelqu'un, I mean, becoming someone else? C'est quoi la star qu'on a sur la tête? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Combien c'est dur? Et tu deviens fou et folle. Et j'entends cette voix qui me dit, prends ton temps. Tu peux pas échapper, tu peux pas fuir de ça. Ça va t'attraper. Prends, go, because this is your land. Mais cette voix qui m'a parlé, c'est comme si mon père m'a appelé. C'est comme si j'ai jamais entendu cette voix qui me disait, c'était plus que formidable. C'était quelque chose de... Et puis après, j'ai décidé de prendre mon temps. Et il m'a dit, viens en France. Ici, tu vas trouver des rôles
des rôles qui à ta mesure. Oui, et je lui ai dit non, moi je suis israélienne. Je veux en hébreu. Moi je veux jouer en hébreu. Je veux jouer en hébreu. C'est ma langue. C'est et puis et voilà. Et puis on s'est dit qu'on va. Il m'a donné son téléphone, que je l'appelle quand je suis à Paris. Mais je pouvais pas l'appeler. C'était trop. I mean, it was like a light. Et j'avais peur de toucher. Quoi, je vais boire un café avec Alain Delon? Non, attends, non. D'abord, ma mère ne me croit pas. Bah, rien que pour ça. Mon mari me croit parce qu'il était à côté de moi, alors tout va bien. Mais ma mère me croit pas. Oui, elle, rêve. Je dis, non, mais je te jure. Oui, c'est ça. T'as trop lu Paris Match. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Yael. Alors je sais que c'est beaucoup d'énergie de parler, en plus avec toute la passion que tu mets dans ta parole. Est-ce que tu accepterais de prendre peut-être une ou deux questions du public? On a une quinzaine de minutes devant nous. Ah oui. Et il y a un micro qui va passer, donc il y a déjà une main qui se lève. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez retenu ou pensé de votre voyage en Allemagne et de vos rencontres avec les Allemands et les Allemandes? La différence entre le paysage israélien de la terre juive et le paysage allemand, ça m'a frappé parce que c'était tellement symétrique, tellement clear. I mean, there was no fog. Ça m'a frappé. Ça veut dire, c'est comme si ça c'est dur pour moi de dire ça en français. Mais c'est une question qui est très importante pour moi parce que je me la demande tout le temps. C'était très froid d'abord. J'avais très froid. Et j'avais besoin de me réchauffer et aussi de toucher les gens. C'est très bizarre. J'avais pas peur. C'est comme si je connaissais. C'est comme si I was there. Et Ehud Barak m'a dit un jour, on a parlé, il m'a dit, toi, tu dois recevoir de l'argent des Allemands, toi. Tu es marocaine, mais tu dois recevoir. Tu parles comme si tu es... Alors je lui ai dit, mais on était tous là-bas. On était tous là-bas. C'est vrai, I mean... Alors, c'était froid et clear. I mean, j'avais pas... Il n'y avait pas où... Quand je pars au désert israélien ou même dans le Golan, les traits, c'est comme si les traits continuent à se peindre. Et comme si les traits en Allemagne, il y avait quelque chose, c'était tellement beau. C'était tellement beau pour moi, c'était différent de ce que je connais, mais c'était beau, mais une beauté qui m'a dominée. I mean, c'était comme si la beauté de paysage, elle me demandait pas à rentrer dans un rythme avec elle. Elle se posait sur moi. J'ai juste commencé à écrire. J'ai juste commencé à comprendre ce que j'étais en train de sentir. Et on peut avoir une discussion. Moi, je peux parler de ça, mais j'ai besoin de parler de ça, de communiquer ça. Est-ce que ça va? Un tout petit peu la réponse? Ça va? Ok, j'espère. C'est parce que tu as beaucoup parlé des paysages, peut-être pas des gens aussi, des rencontres. Ah, les gens, les rencontres avec les gens. Ah, non, ça, je ne peux pas raconter. Non, parce que waouh. Parce que ça va ouvrir maintenant... ça va... J'étais dans une... Je vais rien que raconter. J'étais dans une... J'ai pris... Les premières 2 semaines, j'ai habité dans un appartement d'une très vieille dame qui avait 92 ans. Et je vais peut-être faire un film sur ça. C'était tellement... Oui, non.
Et c'est tellement intime ce que j'ai passé avec elle. C'est tellement... Je ne peux pas encore partager. C'était vraiment 2 semaines de... Elle savait que je suis d'Israël. Elle savait pourquoi je suis là. Et je vais rien que dire que pendant 2 semaines, elle n'a pas ouvert les fenêtres. Ça avait une odeur très très lourde. Et après 2 semaines, elle a ouvert les fenêtres, je pense la première fois depuis 50 ans. Alors c'est vraiment, pour moi, c'était... it was really deep. Et puis après, j'étais avec des jeunes. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a des... Non, non, pas du tout. Non, non, non. Non, j'étais pas avec des juifs en Allemagne. J'ai pas cherché à être des juifs en Allemagne. Je vis avec des juifs en Israël. Je cherche à vivre avec des non-juifs, comprendre l'autre côté du... Ah, il y a une question là-bas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que quand vous finissez un film, vous étiez absolument seul et personne ne communiquait avec vous. J'aurais voulu savoir comment vous voyez la société israélienne. Pourquoi il y a cette absence totale de communication en Israël? Et quand on voit la catastrophe du 7 octobre, on ne comprend toujours pas cette absence de communication. Et j'aurais voulu savoir aussi si vous en avez parlé avec Amos Gitaï. Si j'avais... Si vous en avez parlé avec Amos Gitaï. De ça. Avant de rentrer ici, j'étais assise dans les loges et avec... j'étais pas seule. Et on a parlé et je me suis mise à pleurer. Out of context. L'émotion, c'est going out et ça m'arrive beaucoup depuis le 7 octobre. Ça veut dire pas out of context, not out of my context, but on parlait de falafel et une explosion. Pourquoi je raconte ça? Et j'ai demandé pardon et j'ai dit peut-être ça va arriver aussi maintenant. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi on n'arrive pas de parler en Israël, de communiquer? On est un pays des gens traumatisés et post-traumatisés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date pas 1948 ou 1947. Alors, vivre en Israël pendant tout ce temps-là, tu communiques avec la réalité. Les gens, it's surviving. And on est incroyable en surviving, vraiment. Communiquer, it's not a value. It's not the first value. Quand tu dois nourrir tes enfants, tu dois d'abord nourrir et puis après communiquer. Communiquer, it's a privilege. And c'est notre default. Maintenant, moi je pense que maintenant, mon petit-fils, pas mon petit-fils, mon fils jeune qui est à l'armée, m'apprend à communiquer. Lui, il m'apprend, il s'appelle Ariel. Il m'apprend à communiquer. Parce que ça veut dire que ça s'apprend. Aujourd'hui, on est dans un chemin de choisir de communiquer. We must, parce que sinon, on peut plus continuer comme ça. On peut pas. On vit comme ça. On vit comme le 7 octobre depuis la naissance d'État d'Israël. On vit dans le terror.
Et on vit dans un mensonge. And now we have, it's like, je vous dis qu'il faut accepter les façades moches à moi et les façades pas sympas et bêtes de moi. Oui, chacun de nous. On est humain, on n'est pas des anges. On n'est pas là, on n'est pas surhumain. Alors aujourd'hui, moi je sens que depuis le 7 octobre, c'est la première fois que there's no obscurity, everything is outside, tout est dehors. Et surtout une réalité, une vérité qu'on n'a jamais parlé, qu'on n'a jamais admitting. Et je sens que, c'est pas que je sens, toute ma vie j'ai appris l'arabe, toute ma vie, c'était pro-palestinienne, pro-vie, pro-communication, pro-vivre ensemble, pro-juif, arabe, israélienne, je parle français. Waouh, quelle beauté! Stop, fucking with reality, avec la vérité. Alors maintenant, c'est pas le moment de parler de ça, mais je peux vous dire que mon fils de 19 ans, il m'apprend beaucoup de choses. On apprend de la nouvelle génération israélienne. Et la nouvelle génération israélienne, aujourd'hui, j'ai lu sur un soldat musulman, israélien musulman, pas drose et pas bédouin musulman de Akko, qu'il a fait son choix comme un soldat religieux, qu'ils ont fait leur choix d'aller défendre l'État d'Israël. Et pour moi, mon fils et lui et elle et ce Haredi ensemble, c'est l'avenir. Et c'est ça, communication. Malheureusement, quand on ne comprend pas des choses ici, quand on est sûr qu'on est et qu'on n'est pas dans la vérité, on reçoit des coups dans le corps. On doit mourir pour surmourir. Et c'est ça, c'est mon prochain film que je fais. Ça fait 3 ans que je fais un film sur un bébé qui a passé un accident de voiture, parce que mon père a passé un accident de voiture. Bon, ça c'est la prochaine fois, mais j'ai compris toute jeune qu'il faut comprendre, il faut donner confiance au corps. Même s'il est, we are all dying, mais le corps, il est très très intelligent. Il a tout. Il a son intelligence, ses sentiments et je pense vivre. Et aujourd'hui, je comprends. Je suis venue ici pour 48 heures. Je peux pas quitter. C'est pas que j'ai peur de quitter Israël. Il y a quelque chose d'incroyable qui se passe là-bas maintenant. Incroyable. C'est même pas. Je peux même pas vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire, vous comprenez, mais c'est comme si je revis une naissance, vraiment une naissance d'un. C'est la vraie naissance du peuple. C'est vraiment maintenant qu'on sort d'Égypte. Et c'est pas sûr qu'on va réussir. C'est pas sûr qu'on va réussir. Mais comme moi, ce pays parle arabe et français et hébreu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Yael. On s'inquiétait un peu avant la séance. Yael me dit, mais c'est long quand même, 1 heure, 1h30, on va jamais... tu vois, c'est la première page, j'avais tout ça de questions, et je pense que tu as été tellement généreuse dans ta parole, et que voilà, on n'aura pas pu aborder, mais juste pour terminer, on connaît Yael Abekassis comme comédienne. Il faut savoir aussi qu'elle est
productrice, qu'elle est très engagée. Tu as évoqué tout ton travail en faveur de l'indépendance, à la fois économique, financière des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, tes engagements aussi politiques au sens le plus large et le plus noble du terme. Donc voilà, c'est beaucoup de facettes qu'on n'aura pas pu toutes aborder, mais qui sont importantes à avoir en tête quand on évoque le nom de Yael Abekassis. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de